Et il est 18h, si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. On évoque ces incendies de voitures de police à Firminy. Visiblement, il s'agit d'un problème de trafic de stupéfiants avec ces voitures à nouveau brûlées 2 jours à peine après que d'autres l'aient été dans la nuit de samedi à dimanche. On va évidemment écouter Gérald Darmanin. Il était cet après-midi à l'Assemblée nationale. Il a évoqué cet incendie à Firminy. Écoutez-le. D'abord, tout à fait inacceptable de s'en prendre à des véhicules de police dans la circonscription de police de Firminy. D'autant plus qu'effectivement, vous l'avez souligné vous-même, c'est grâce aux opérations anti-drogue très nombreuses que nous lançons sur tout le territoire national pour déranger enfin un trafic tout à fait inacceptable, à la demande du président de la République et du Premier ministre. Trafic qui donne des résultats, bien sûr, lorsqu'on lutte contre lui. Plus de 20% de saisies, vous l'avez vu, plus de 50% d'interpellations, qu'il y a des réactions contre les forces de l'ordre. Et c'est parce que le policier fait son travail qu'il y a ces réactions. Alors, Jean-Claude Dacier, on est face, encore une fois, à des individus qui ont un sentiment d'impunité. C'est pour ça qu'ils remettent cela, je dirais, c'est pour ça que je vais directement 2 jours à la après. conclusion. Comme on en parle pratiquement tous les après-midi, il y a en tout cas là les voitures qui brûlent. Je dirais pas que c'est un phénomène nouveau. Je dirais pas non plus que c'est un phénomène de mode. C'est quand même plus pratique et moins dangereux pour ces jeunes gens d'aller mettre le feu en douce, de mettre un cocktail Molotov dans une voiture qui n'est peut-être pas fermée ou en dessous. C'est un épisode supplémentaire. Darmanin en a parlé à l'Assemblée nationale ou ce matin sur CNews. C'est une guérilla qui va durer longtemps. Il y a, me semble-t-il, quelque chose qui peine encore à s'inscrire dans la guéguerre ou dans la guerre générale que se livrent les forces de l'ordre et les trafiquants de drogue, c'est de les mettre hors d'état de nuire. On a du mal à les arrêter quand ils se livrent à ces actes-là. On a même du mal à les arrêter en flagrant délit quand ils sont sur les checkpoints, quand ils sont en train de vendre leur drogue. Mais la seule solution, il n'y en a pas d'autre, c'est de les mettre hors d'état de nuire pour une durée qui les fasse réfléchir. Mais ce que j'ai dit là et rien, c'est la même chose, puisqu'il y a peu ou pas les moyens de les accueillir tant qu'on ne se sera pas décidé d'abord à choisir cette voie. Darmanin l'a sans doute choisi, mais philosophiquement, je suis pas sûr que toute l'administration ne soit pas encore pour partie au moins sur une ligne qui disait que la prison c'était plutôt, ça faisait plus de mal que de bien. En gros, ça fait 40 ans qu'on nous raconte la même histoire avec les résultats qu'on vérifie aujourd'hui. Donc tant qu'on n'obtiendra pas un durcissement sensible, important des peines de prison, mettre ces individus hors d'état de nuire pour une durée suffisamment longue, on n'y arrivera pas. Voilà, on peut répéter ça tous les jours. Votre réaction? Personnellement, je suis assez sceptique sur ce sort de rapport de cause à effet entre le mal que l'on ferait aux trafiquants de drogue et leur riposte. Ce serait un peu l'efficacité de la police qui ferait qu'on lui brûlerait sa voiture. C'est tiré par les cheveux pour vous. J'ai du mal. J'ai du mal à y voir cette causalité directe. Moi, personnellement, je crois qu'on s'installe dans une manière maintenant de tradition quotidienne. Il y avait la tradition annuelle qu'on euphémisait en disant oui, on brûle le 31 décembre des voitures, mais c'est une tradition. C'est ça. Moi, je pense que c'est maintenant une sorte de tradition par détestation de la police d'État et des polices de la nation que de brûler les voitures. Alors, effectivement, Jean-Claude espère comme ça, mais sans trop y croire, qu'il va y avoir une réponse pénale. Vous n'y croyez pas, vous? Non, mais enfin, ce que je vois, moi, c'est que c'est beaucoup plus facile que de mettre en prison un ministre de l'Intérieur de 77 ans sous prétexte qu'il a partiellement seulement payé ses amendes et ses dommages et intérêts que de mettre hors d'état de nuire des délinquants chevronnés. C'est tout ce que je constate empiriquement. Ok. Jean Garrigue? Oui, bon là je me permettrai de ne pas suivre Maître Goldnadel sur cette comparaison, parce que je pense que ce sont des choses qui ne sont pas comparables. Bon. Mais en ce qui concerne, on ne peut pas nier que Gérald Darmanin ait engagé une guerre contre les caïds, les points de deal, etc. Je ne sais plus combien, il citait le chiffre qui ont été démantelés. Mais là où, en revanche, je rejoins Gilles William, c'est que là où je rejoins Gilles William, pour partie, c'est que il est vrai que ces actes-là ne doivent pas être considérés uniquement comme des ripostes. Ils participent d'une culture de la guérilla contre l'autorité de l'État, d'une culture de la provocation contre l'autorité de l'État,
qui a des explications multiples, qui s'est, me semble-t-il, aggravé de jour en jour depuis quelque temps. Peut-être justement parce qu'on en parle beaucoup, mais on est obligé d'en parler, puisque c'est un phénomène sociétal majeur. Et j'ai l'impression que c'est aussi, au-delà, vous voyez, de ces ripostes immédiates, etc., de cette lutte sur le terrain, il y a une sorte de culture de la défiance, au sens je défie l'État qui s'est installé. Et cette défiance-là, ou plutôt ce défi-là, on ne peut plus du défi que de la défiance, oui. Oui, on ne peut. Vous avez raison, parce que la défiance, elle existe aussi pour d'autres parties de la population. Mais cette idée du défi, elle me semble de plus en plus majeure. Et c'est vrai que pour lutter contre ça, il faut de plus en plus de forces de l'ordre et il faut des réponses pénales de plus en plus dures. Et je pense que faut-il attraper ceux qui font ça. Je suis bien d'accord. Mais à force de voir ce qui est en train de monter, il y a une majorité de la population dans ce pays, de droite, de gauche ou du centre, qui a besoin de plus d'autorité et de riposte. Céline Pina. Moi, je dirais qu'on est en train d'assister à la jonction entre justement la délinquance et la violence politique. Autrement dit, oui, moi je me souviens quand j'étais élue, quand on arrêtait des trafiquants de drogue, on nous prévenait toujours en nous disant « attention, ça va chauffer dans les quartiers parce qu'il va y avoir des questions de recomposition territoriale qui vont jouer ». Et la deuxième chose, c'est que la violence politique, aujourd'hui, elle est justifiée par la victimisation. Autrement dit, on tient un discours aux jeunes en leur disant « vous êtes victime de racistes, vous êtes victime d'islamophobie et les premiers à vous opprimer, c'est l'État, ce sont les institutions et ce sont les policiers au service de ces institutions qui sont le bras armé de ce rejet institutionnel. » Et à partir du moment où vous construisez cette logique, vous unissez la délinquance politique et la délinquance de droit commun. Et voilà pourquoi les voitures qui brûlent sont des voitures siglées. Parce qu'on voit qu'en fait, la voiture non siglée, c'est une propagation du feu. Mais on vise la police, on la vise parce qu'elle représente l'État et parce qu'on rejette tout ce qui est étatique et tout ce qui est français, parce qu'on croit qu'on est victime du racisme d'État. Il faut rappeler que le racisme d'État, c'est par exemple ce qui se passait durant la ségrégation. C'est quand, à cause de votre couleur de peau ou à cause de votre appartenance, on vous nie le fait de pouvoir être fonctionnaire, on vous interdit de faire des études, on vous interdit d'être dans les mêmes endroits que les autres. On voit très bien qu'en France, ça n'est pas le cas. On n'a même pas eu cette histoire-là. Et là, pourtant, on est en train de construire des représentations qui amènent directement à ce type de violence. Vous pensez, Maître Gonalel, qu'ils sont à ce niveau-là de réflexion, ceux qui font ça ? Ah non, mais je souscris à ce que dit Céline Pina, sauf que ça n'a rien de très nouveau. Le fait de communautariser tout ça, le fait de penser effectivement qu'on s'exclut de la société parce qu'on en a été exclu, pardon, c'est le travail qu'a fait SOS Racisme depuis 30 ans, d'expliquer que les autres étaient des victimes et que les Français étaient des sortes de beaufs du Pont-la-Joie. Et ils l'ont intégré. Il n'y a rien de plus facile au monde que de croire qu'on est une victime. Franchement, le contraire m'aurait étonné. Sauf que ça n'est pas un phénomène nouveau et très sincèrement, ça n'est même pas la peine aujourd'hui de plaider le fait que ces gens-là, de comparer avec la situation américaine, c'est tellement une évidence. Moi, vous savez, je souhaiterais simplement que les chrétiens d'Orient soient aient le même traitement que les musulmans d'Occident. Ce que ce sont des représentations qui agissent sur une jeunesse qui est acculturée. Oui, mais on les manipule. On est d'accord, Céline, mais sauf que ça fait 30 ans que ça dure. On va partir à Beauvais. D'accord. On est d'accord. Récemment, vous avez eu cette tribune de Ramayad, ancienne ministre, qui faisait un parallèle entre la situation d'apartheid qui a existé dans la société américaine et ce racisme soi-disant systémique qu'elle a pu vivre d'ailleurs en tant que femme de couleur. Mais dans la société française. C'est pas une grande victime d'État, Ramayad. Et une victime sociale. Quand vous entendez ce type de discours... La position victimaire, on s'éloigne tous du sujet. Elle est utile, la position victimaire. Elle justifie... On va y revenir dans un instant, Jean-Claude. Derrière en son nom. Madame Ferrari merci bien, merci de m'aider, Maître Gonadel, parce que Jean-Claude Dacier est indiscipliné.